On va reprendre pour la dernière partie de cette conférence. Merci d'être encore là parmi nous. Et donc, on place à la dernière table ronde qui portera sur l'hybridation des modèles économiques, pérenniser son activité en développant de nouvelles offres et services. Et nous serons en compagnie de Fanny Crapanzano d'Artifarty, Camille Assouline de la Philharmonie de Paris, et ça sera animé par Pauline Legros, consultante. Merci Tiffaine. Bonjour à tous et à toutes. Merci effectivement d'être encore là après cette journée et demie de conférences et d'ateliers. Donc à mes côtés, Fanny Crapanzano, effectivement. Bonjour tout le monde. Qui est directrice de la stratégie et des partenariats chez Artifarty, qui va nous expliquer un peu plus ce qu'est Artifarty et ce sur quoi il travaille. Et Camille Assouline, qui est responsable du développement, du mécénat et du parrainage à la Philharmonie de Paris. Bonjour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, comme ça permettra un peu de rythmer les échanges et d'éviter qu'on cède à la torpeur de fin d'après-midi. La question qui nous anime aujourd'hui fait vraiment le lien avec l'atelier que certains et certaines d'entre vous ont peut-être entendu sur les produits dérivés développés par le Muséum d'Histoire Naturelle, puisqu'il est question d'hybridation des modèles économiques et comment on arrive à pérenniser son activité en développant de nouveaux services, de nouvelles offres. Les raisons qui poussent souvent les organisations culturelles à développer et à diversifier les sources de financement, c'est un peu les mêmes qui les ont poussées il y a 10, il y a 20 ans ou 30 ans vers le mécénat, c'est-à-dire un besoin de développer ces ressources parce que les financements publics baissent. Ça, c'est vraiment pas la nouveauté. Parce que les coûts augmentent, et ça c'est plutôt la nouveauté de ces derniers mois, et de manière assez drastique, ce qui empiète forcément non seulement la marge artistique des lieux culturels, mais aussi évidemment les capacités simplement à l'organisation de continuer son activité. Et parce que à la suite du Covid, il y a pu avoir des recettes, des baisses de recettes de billetterie. Donc tous ces signaux, pas faibles, plutôt forts, combinés, font qu'il faut un peu redoubler de créativité pour aller chercher de nouvelles manières de discuter avec les entreprises, arriver à réfléchir sur l'expertise que l'on peut proposer à d'autres parties prenantes, d'autres acteurs économiques comme les entreprises. Donc vraiment l'objectif derrière cette question d'hybridation des modèles, et vous allez pouvoir nous raconter un petit peu plus comment ça s'est fait chez vous, c'est d'arriver à trouver un nouvel équilibre financier en accentuant la part d'autofinancement ou en garantissant toujours l'indépendance de la structure et la pérennité de son activité. Donc je vais peut-être plutôt vous laisser la parole plutôt que vous présenter, et peut-être Fanny, si tu veux commencer à présenter un petit peu Artifarty et nous expliquer comment en fait Artifarty s'est lancé dans une diversification comme ça de ses activités. Est-ce que ça fait partie de son ADN dès le démarrage ou les choses vont peut-être arriver par la suite? Alors hop, hop et hop. Exactement. Donc Artifarty est une association loi 1901 qui a été créée à Lyon il y a bientôt 25 ans, donc en 99. Effectivement, la logique, comme le dit Pauline, l'ADN en fait, de la structure s'est construit autour de cette logique d'hybridation du modèle économique et de nécessaire construction d'un autre modèle que le modèle entre guillemets classique dit subventionné. Pourquoi? Parce que le premier projet fort d'Artifarty, c'est celui-ci, Nuit Sonore. C'est un festival de culture électronique qui fête ses 20 ans cette année, culture électronique indépendante. Et ben en fait, quand le festival s'est construit il y a 20 ans, la logique des subventions, même si elle était quand même présente, qu'on a eu la chance d'être largement aidé par une ville de Lyon, à l'époque le Grand Lyon, donc actuelle métropole aussi, qui était très présent. En attendant, ça suffisait évidemment pas à construire un modèle économique pérenne. Et puis c'était quand même quelque chose qui était complexe à proposer à d'autres plus gros subventionneurs comme le ministère de la Culture, qui représente un tout petit pourcentage chez nous, en tout cas sur le festival. C'est, on va dire, à peu près 16 000 € sur un budget de 4 millions. Voilà, ça donne un petit aperçu. Donc ça voulait dire dès le début réussir à construire un modèle qui puisse aller chercher d'autres sources que des logiques de subvention. C'est aussi un modèle qui devait aller vers d'autres sources que des logiques uniquement de mécénat, parce que
culture électronique, projets qui parlent entièrement à la jeunesse, pouvaient parfois ne pas faire écho avec certaines entreprises qui pouvaient développer un mécénat plutôt classique au niveau du territoire, voire qui n'était pas suffisamment avancé aussi en termes de mécénat par rapport à Paris, par exemple, où il y a peut-être plus de logique de mécénat, peut-être un peu plus simple. Donc, plein de challenges dès le début et forcément une logique d'invention d'un modèle. Le modèle, je vais essayer de le schématiser parce qu'il est complexe. Et alors, quand on le présente à des partenaires, voilà, faut réussir à synthétiser. Donc, dans les grandes lignes, c'est une structure qui porte donc plusieurs projets, qui a un modèle économique dit de holding associative. La maison mère est une association, Artifarti, loi 1901, but non lucratif. Elle crée soit elle crée des événements, des projets en propre, soit elle crée des filiales qui sont des SAS, qui génèrent des bénéfices. Les bénéfices remontent à la maison mère, l'actionnaire, qui est une asso, qui a but non lucratif et donc forcément qui va réinvestir ces sommes dans des projets culturels que l'on porte et qui sont par nature déficitaires. Si vous organisez un forum sur les scènes en résistance en Ukraine, au Brésil, dans les pays de l'Est, etc., en termes de subventions et de mécénat, ça peut être un peu complexe. Donc finalement, c'est les activités entre guillemets lucratives d'Artifarti qui viennent financer le non lucratif. C'est un modèle qui nécessite, on va dire, d'être constamment retravaillé. Donc c'est un équilibre qui est un peu précaire, mais ça fait quand même 24 ans bientôt qu'on existe, donc ça veut dire que quand même ça peut marcher. Par contre, ça nécessite effectivement de l'agilité et ça nécessite aussi d'évoluer dans les liens qu'on a avec nos financeurs privés, les offres qu'on va leur proposer évidemment, que ce soit sur les projets donc dits événements, Nuit Sonore, European Lab, un autre festival qui s'appelle Intérieur Queer, qui est autour des cultures LGBTQIA+, ou alors les lieux, puisqu'on porte des lieux aussi à l'année, des lieux de club culture, des lieux d'innovation, d'incubation, donc plein de choses. Mais au final, le mot d'ordre est le même. Comment réussir à défendre une culture indépendante qui parle à la jeunesse, aux nouvelles générations et qui leur donne les capacités d'essayer de construire un monde plus démocratique, meilleur, avec des meilleurs contenus aussi, d'où la partie incubation média. J'essaie de faire un résumé, c'est un peu dense. Tu me dis s'il faut que je... Non, je pense que c'est bien pour démarrer, puis après on précisera un peu ce que vous faites. Et Camille, comment s'est passée cette diversification des sources de financement, et donc qui sont sous plus ou moins ton escarcelle, à la Philharmonie? Est-ce que c'est quelque chose qui était présent dès le démarrage, ou est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure des années? Alors, la Philharmonie, j'imagine que... Enfin, je ne sais pas, en fait, tout le monde connaît. Je n'ai peut-être pas besoin de revenir sur ce que c'est. Juste, ce qui est important, c'est que souvent, les gens pensent en premier Philharmonie, spectacle. En mécénat, on s'occupe des spectacles, mais c'est un des nombreux piliers de la Philharmonie. Il y a le pilier donc programmation, donc les spectacles, pédagogie, qui est un énorme pilier, exposition, donc patrimoine. On a le musée de la musique, musée national de la musique, et 3 expositions par an. Donc hier, par exemple, on a ouvert Basquiat, vous avez peut-être vu ça. Et il y a ce gros pilier qui est Demos, qui est le projet social de la Philharmonie, qui en mécénat est très très conséquent pour nous. Pauline m'a juste demandé de vous donner des chiffres pour vous donner une idée de ce que ça représente. La Philharmonie, c'est 91 millions de budget total. Le mécénat en ce sein, actuellement, en 2022, c'était 8%. Cette année, c'est 10%. Et le but, c'est d'augmenter de 30% nos ressources pour l'année 2024. Ça, c'est le budget qu'on est en train de présenter. Donc, l'année dernière, le budget, c'était à peu près 7,5 millions. Et là, on est à 9% en 2023. Là-dedans, Demos, c'est 3,5 millions, juste pour que vous ayez une idée. Sur comment on s'est engagé sur cette hybridation, déjà, ça fait partie du système de base de la Philharmonie, c'est que c'est jeune. La Philharmonie, ça a 6 ans maintenant, donc c'est né avec le mécénat. Par ailleurs, au moment des négociations de la Philharmonie, la question de la subvention n'a pas été tellement facile, donc il a fallu... T'es passé dans les travaux, quoi. Ouais, c'est pas mal passé dans les travaux. Il a fallu de toute façon beaucoup s'appuyer sur le mécénat. On a des projets qui sont 100% en partenariat public-privé. Demos, par exemple, c'est fondé sur un tiers d'apport du budget par les mécènes. C'est-à-dire que nous, on est le 3e pan du financement. Donc un tiers est trouvé... Enfin, un tiers, c'est la subvention qui s'ajoute en fait à la subvention de la Philharmonie qui va financer Demos, et c'est des reconductions tous les 3 ans. Donc à chaque fois, c'est des nouvelles négociations. Un tiers, c'est les territoires où on s'installe. Donc Demos, c'est des orchestres d'enfants de milieux difficiles où on leur offre l'apprentissage de la musique pendant 3 ans pour leur développement personnel. Ça, c'est la vision courte. Et le 3e pan, c'est le mécénat. Donc nous, dès qu'on trouve 90 000 €, on ouvre un orchestre.
Donc c'est comme ça que progressivement dans l'année, on ouvre nos orchestres. Donc c'est vraiment lié au mécénat de A à Z. Ça, c'était vraiment, on va dire, le premier projet d'hybridation, alors qu'on a dû développer, qui reste du mécénat, parce que c'est de la pure RSE, donc ça fait partie de ce qu'on appelle du mécénat croisé. Donc on doit avoir un sponsor, enfin un parrain sur le sujet, c'est tout. Sinon, c'est que du mécénat. Et pour les autres projets, nos expositions, par exemple, se prêtent beaucoup à cette hybridation. Surtout les dernières qu'on a eues. Autant les premières années, on était sur du Chagall, Picasso, enfin qui est un peu plus récent, mais qui sont des expositions de beaux-arts. Maintenant, là, ces dernières années, on a eu électro, hip-hop. Là, on a métal qui arrive. C'est clairement des expos sur lesquelles on savait qu'on ne trouverait pas du mécénat. Donc, on a développé une autre stratégie. Et qu'est-ce que je notais d'autre, pardon, pour finir ta question? Et peut-être la Philharmonie des enfants? Ouais, tu as raison. La Philharmonie des enfants, c'est une filiale de la Philharmonie de Paris. Donc, ça sort de ce budget que je vous ai dit. C'est une filiale qui est créée avec la Caisse des dépôts, où on a 51% qui appartient à la Philharmonie, et le reste, c'est une partie Caisse des dépôts et une partie investisseurs privés. Alors, qui ont un faible taux de rentabilité, donc c'est vraiment de l'engagement sociétal, mais c'est vraiment un partenariat qui vise à rentabilité et qui est indépendant. Donc, c'est un lieu qui ne peut pas trouver de mécénat, parce que c'est une filiale de droit privé, qui peut trouver juste des parrains ou des partenaires. Donc, c'est un autre business plan que la Philharmonie. Ok. Peut-être maintenant, on peut rentrer un peu dans le contenu des offres et des services que vous avez imaginés pour les entreprises. Peut-être, Fanny, si tu as envie de détailler un petit peu la manière dont ces relations avec les entreprises se sont tissées et l'expertise que vous avez pu développer et vendre du coup auprès de ces entreprises pour Artifarty. J'ai repris mes petites notes pour essayer de ne pas partir dans tous les sens. Parce Je te recadrerai. Oui, merci, je vais en avoir besoin, je crois. Parce qu'effectivement, on teste beaucoup de choses. Je pense que la première particularité d'Artifarty, c'est l'agilité. On est une association qui travaille vraiment, enfin, qui s'est construite aussi sur un savoir-faire terrain, des expertises, et qui met ces expertises à disposition de ses partenaires, de ses clients aussi, même si j'aime pas ce mot, mais effectivement, il y a un moment, c'est des clients, et qui essaie effectivement de s'adapter aussi par rapport à la demande et aux mobilisations, sollicitations qu'il peut y avoir. Le premier, je pense, axe qui a été développé relativement tôt, c'est la logique plutôt agence entre guillemets événementielle, puisque nous avons des lieux et des événements qui sont à destination notamment de public Gen Z. Donc forcément, on va avoir un intérêt là de marques lifestyle, de marques de musique qui veulent toucher à travers le Festival Nuit Sonore, à travers le lieu Le Sucre ou le lieu Hit, une cible, et donc qui veulent effectivement aller dans une logique plus produit. La différence avec un sponsoring classique, bonjour, je viens avec un budget et une agence et je viens effectivement prendre un espace sur un festival. C'est que nous, on va avoir un énorme travail de prospection où on va aller nous échanger avec les marques en direct ou les agences des marques, évidemment, quand il y a un intermédiaire, pour réussir à nous proposer le contenu qui soit un contenu scéno, qui soit un contenu artistique, pour faire des liens avec, évidemment, les artistes qui sont, à notre sens, les meilleurs prescripteurs possibles. Ça permet aussi d'avoir des budgets en plus pour eux, donc c'est aussi pas mal, ça peut les aider. Mais en tout cas, d'essayer de mettre toutes nos valeurs, qu'elles soient de logique d'engagement, de durabilité, de mixité, etc., dans ces propositions qui sont des vraies propositions de brand experience et de brand content, tout simplement. Ça, c'est le premier axe qui s'est mis en place depuis maintenant à peu près 7 ans, qui fonctionne bien, qui prend beaucoup de temps, mais qui nous garantit aussi d'avoir une qualité des activations et de la brand experience qu'on peut accueillir dans nos sites, puisqu'elle va convenir à nos publics, convenir aussi à nous, organisateurs d'événements ou exploitants de lieux. Les autres axes qu'on est en train de développer, qu'on a aussi beaucoup testé évidemment pendant le Covid, parce que nos lieux étaient fermés, enfin voilà, comme beaucoup. La culture a évidemment dû se réinventer, donc on a profité de ce temps, la peur du vide évidemment, on se dit qu'on va forcément faire autre chose, pour réussir à développer d'autres missions, et qui sont des missions davantage allant sur la logique d'ingénierie. L'ingénierie au sens de prestat de conseil, notamment sur l'enjeu du lieu et de la convivialité. Premier item d'Artifarty, accueillir du public et accueillir du public dans des logiques de convivialité. Notre première recette, c'est effectivement des bars et du ticketing. Donc ça veut dire accueillir du public et en plus réussir à du coup avoir des enjeux d'attractivité auprès d'une cible. Comment un
promoteur immobilier, un territoire public, pourquoi pas, qui a besoin de réinventer parce qu'il n'arrive pas à attirer des habitants dans un village, par exemple, pour des villages qui sont périurbains, comment un nouveau lieu qui va sortir de terre arrive à fonctionner, tout simplement. C'est là que nous, on peut intervenir sur des enjeux d'usage. Les enjeux d'usage, c'est comment on arrive à définir ce qui va se passer dans un lieu pour que ça fonctionne, que ça attire du monde. Comment on va réussir à créer l'éditorialisation autour de ça. Comment on va réussir aussi à construire un BP, parce que c'est une évolution des business plans aussi, de ces lieux de convivialité. Super mot, tiers-lieu, évidemment, dans lequel on met beaucoup de choses, mais qui attire beaucoup aussi d'acteurs du renouvellement urbain, quels qu'ils soient, et qui viennent chercher ces compétences que nous, on peut avoir effectivement pour... Voilà, les conseiller avec un regard plus terrain. Dans les autres items qu'on peut avoir aussi en termes de missions de conseil, c'est aussi des missions de conseil qui sont plus à destination forcément des entreprises, mais de l'intermédiaire, c'est-à-dire les agences événementielles, qui n'ont pas tout le savoir-faire que nous, on peut avoir sur de la programmation musique, par exemple, ou de la programmation usage, parce qu'il y a des logiques de être en accord avec tous les nouveaux usages et les nouvelles attentes d'une population jeune que nous on maîtrise, qu'on connaît, avec lesquelles on échange tous les week-ends au sucre par exemple, et qui nous permet d'amener ce savoir-faire. J'ai peut-être oublié des trucs quand même. Je vais reprendre mes petites notes parce qu'en fait on avait un petit peu parlé mais tu l'as mentionné là, des acteurs du renouvellement urbain. C'est ça. Effectivement, donc ça, c'est effectivement ces enjeux de lieu. Pour repréciser effectivement peut-être sur l'ingénierie culturelle, on se rend compte que l'autre axe qu'on a et qui est là en train d'être prototypé, parce qu'on a eu des demandes entrantes, donc on se dit il y a un truc. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir prototyper quelque chose qui va nous permettre, toujours dans le même sens, de réussir à maintenir notre modèle à but non lucratif. Donc c'est pas là pour évidemment générer des bénéfices, mais c'est là pour maintenir cet équilibre avec, comme le disait Pauline, ces notions de coûts qui explosent sur nuit sonore. On a beau faire complet, on sait que la marge, c'est pas la même qu'avant, effectivement, parce que coût électricité, etc. Un autre item qu'on a, compétences, c'est les logiques de formation et de formation avec justement ces compétences qu'on peut avoir à destination de professionnels. Donc on est certifié Calliope, qui est un label de formation qui nous permet de pouvoir former des professionnels de la culture, par exemple, à remplir des appels d'offres européens. Petite compétence d'artifarty qui est qu'on a appris sur le tas. On s'est formé là-dessus sur le tas et on a remporté des gros calls européens qu'on gère à l'année avec donc des gros budgets de la Commission européenne sur l'enjeu effectivement culture. Et donc on a une compétence maintenant pour pouvoir transmettre ce savoir-faire et accompagner des acteurs culturels pour réussir à remporter ces appels d'offres européens. L'autre savoir-faire qu'on peut avoir, c'est notamment sur les privatisations d'entreprises et le déploiement de catalogues. Il y a des structures, évidemment, typiquement la Philharmonie, j'ai pas de doute, ça doit rouler. Il y a des plus petites structures qui ont encore du mal à comment valoriser tout simplement leur lieu pour essayer effectivement de tirer de nouvelles recettes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on fait en accompagnement. Et puis il y a d'autres logiques qui sont plus celles destinées aux entreprises, c'est les logiques d'innovation, d'open inno. Là, on a encore un autre niveau d'accompagnement qui est lié, lui, à l'incubation. On a 2 incubateurs dans tous nos projets, un incubateur tech, un incubateur culture, médias émergents. Et donc, on a des compétences sur comment réussir effectivement à amener de l'agilité dans des gros groupes, par exemple. Comment réussir à les mettre en contact avec des startups qui, elles, vont réussir derrière à amener, encore une fois, de l'agilité, amener des solutions à des problématiques très concrètes, à amener une ouverture d'esprit, à aussi derrière fédérer les collaborateurs parfois autour d'un projet qui change un petit peu. Donc voilà, tout ça, on essaie de le mettre dans un axe formation qui est en train de se développer progressivement. Merci beaucoup et ça me fait penser en préparant cette table ronde, j'ai pu interroger plusieurs personnes qui ont failli faire partie de la table ronde, mais pour X raisons n'ont pas pu le faire, notamment l'Institut Monde Arabe qui est en train de développer une agence qui s'appelle Imago et qui est vraiment dans cette logique-là qui capitalisent sur l'expertise qu'ils ont développée en étant à l'endroit où ils sont et ils font de la formation, ils travaillent sur
Ils travaillent sur les questions de problématiques interculturelles parce qu'ils ont l'habitude de gérer ces choses-là. Donc, les entreprises les sollicitent pour être accompagnées sur ces questions. Ils font de la formation aussi professionnelle sur ces questions-là. Et puis après, tout un travail de conseil sur la tournée d'exposition à l'international, etc. Donc, effectivement, c'est de plus en plus... la stratégie parfois pas forcément choisie, mais voilà, des demandes entrantes qui fait qu'on réalise qu'on est perçu d'une certaine manière, qu'on a une expertise qui est valorisable et monétisable, qui conduit un petit peu les structures culturelles à se lancer dans ces projets. J'ai un autre exemple en tête, puis après je te cède la parole, qui est celui du Centre international des arts du mouvement, le CIAM, qui est basé à Aix, qui est un projet qui est tourné autour des arts du cirque, qui a été développé il y a 10 ans, en 2013, très en lien avec le territoire. Et eux, en fait, ils ont 50% de ressources propres et 50% de subventions, donc ils sont quand même assez soutenus par les collectivités, et à peu près 10% de mécénat. Mais là où ils ont réussi à développer vraiment de nouvelles sources de financement, c'est en commençant à proposer des ateliers comme ils le font pour des publics jeunes, des ateliers autour des arts du cirque. Ils l'ont fait pour les entreprises à base de team building. Et en fait, ils ont fait venir des consultants en intelligence collective qui ont analysé ce qui se passait lors des moments de team building autour des arts du cirque. Alors, par exemple, on pouvait avoir un manager qui doit marcher sur un fil qui est tendu entre deux poteaux, je ne sais pas exactement, mais qui aurait besoin d'aide pour arriver à marcher sur ce fil, mais qui refuse de l'aide. Donc, ça donne lieu ensuite à un débrief avec des consultants RH, et c'est l'occasion de travailler sur des questions liées à la peur, à l'incertitude, au risque. En discutant avec la co-directrice Chloé Béron, elle me racontait aussi comme ça, ils avaient donné toutes les consignes pour faire les pyramides humaines, comme ça, en acrobatie, les consignes de sécurité, les consignes de consentement, comment se toucher aussi, parce que c'est parfois des questions assez taboues en entreprise. Et puis après, ils leur donnaient un temps imparti avec plusieurs équipes. Et là, sous l'emprise du stress, tout d'un coup, tout était oublié. Et voilà, ils mettaient pas forcément... ils ne prenaient pas forcément toutes les mesures des risques encourus pour les personnes qui étaient en dessous de la pyramide ou celles du consentement. Et du coup, ça permet d'analyser pour eux beaucoup de problématiques RH. Et maintenant, c'est ce qu'ils ont développé énormément dans leur collaboration avec les entreprises. Ils travaillent directement avec les services RH. Et tout d'un coup, à partir d'une expérience sensorielle et pratique de cet art du cirque, c'est toute une manière d'aborder les questions managériales qui arrivent à émerger, et donc une nouvelle relation avec les entreprises. Et d'autres fois, dans le cadre de privatisation, ils vont faire intervenir sous le format d'une capsule des artistes avec lesquels ils travaillent, et qui tout d'un coup, parce que c'est travaillé en coordination, c'est travaillé en équipe. Elle me racontait l'histoire dans le cadre d'une conférence comme ça qui avait lieu pendant 3 heures. À un moment donné, donc, il y avait cet intermède artistique, circassien. Et donc, ce sont des gens qui jouaient le prélude de Bach avec des... Alors, attendez, il faut que je reprenne mes notes, là. Bon, je ne les ai plus. Mais en gros, avec des tubes. Et ils jonglent avec des tubes. Et ça produit des sons, et ça faisait le prélude de Bach, donc assez technique quand même. Et du coup, à un moment donné, ça n'a pas fonctionné. Donc ils se sont arrêtés, ils se sont regardés, ils se sont souris, et ils ont recommencé. Et là, donc standing ovation pendant 10 minutes, etc. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc les artistes étaient très contents. Et le patron qui organisait cet événement de privatisation a dit voilà, ils ont résumé en fait en 3 minutes ce qu'on a essayé de vous expliquer pendant 3 heures. Bon, maintenant cocktail. Et puis finalement, je crois que quelques mois plus tard, le CIAM a programmé l'intégralité de ce spectacle, et donc a envoyé l'information aux gens qui étaient venus lors de cette privatisation. Et évidemment, en 48 heures, tout était complet. Et du coup, c'est une manière aussi pour eux d'amener des nouveaux publics en fait à venir dans leur structure. Donc c'est intéressant de voir comment, de fil en aiguille, quelque chose qui est de l'ordre de la pratique artistique peut amener à repenser les problématiques qui animent la vie des entreprises et puis les relations qu'on développe avec elles. Mais je me tais et je te laisse, Camille, expliquer un petit peu ce que vous faites à la Philharmonie. Alors on mettra peut-être les slides à la fin. Je vais garder cette partie-là pour la fin.
Je crois qu'à la Philharmonie, on a aussi évolué notre stratégie de ressources propres en fonction de l'évolution même de la Philharmonie. C'est un lieu donc, qui est né d'une idée entre Pierre Boulez et Laurent Bell, notre premier directeur. Et donc, c'est un lieu qui était très classique dans son ADN. Alors, Pierre Boulez, c'est pas de la musique dite classique, mais vous entendez ce que je veux dire quand j'emploie le mot classique, c'est-à-dire que c'était vraiment de la musique orchestrale, avec tous les biais, on va dire, sociologiques qu'on connaît de cette musique-là. La Philharmonie, ça a évolué. C'est un lieu qui est plus tellement seulement identifié pour ça aujourd'hui. C'est un lieu de musique classique, c'est un lieu de musique contemporaine, c'est un lieu de musique actuelle, c'est un lieu d'exposition où on connaît un peu le côté aussi cool, on va dire, de ces expositions-là. C'est un lieu très identifié pour sa pédagogie. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être réussi à avoir des places pour les ateliers pédagogiques, ou en tout cas, vous en avez entendu parler. Enfin, c'est vraiment représentatif aussi de ça. Et ça fait partie de l'évolution de la Philharmonie. Ça a des conséquences sur son public. La Philharmonie, c'est un public assez jeune, qui est plus jeune que les visiteurs de la musique en général, donc de ce qu'on peut voir à l'Opéra, au Châtelet, enfin, sur toutes les autres structures parisiennes. Et donc, c'est un lieu qui a trouvé progressivement son identité. Et en fait, cette identité, c'est pas la même que les autres structures musicales parisiennes ou françaises, enfin, ou même fallait se positionner à l'international. Ça a eu des conséquences sur son développement de ressources. C'est-à-dire qu'au début, on était sur un développement assez classique de style mécénat, réponse à des appels à projets, etc. En fait, ça a atteint ses limites assez vite. Parce que pour un mécénat ultra classique, par exemple, alors j'allais dire de grandes banques, mais ce n'est pas le bon exemple parce qu'on a une très grande banque qui est notre mécène principal. Mais pour beaucoup d'autres, on n'est pas en plein centre de Paris, on est à Porte de Pantin, c'est chiant de venir, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est hyper loin. Bon, tout est relatif dans la notion de loin, ça dépend où on habite, mais c'est compliqué d'accès. On va sortir de chez vous à minuit, ça craint un peu. Enfin, donc il fallait trouver une façon de répondre à ça, et donc il fallait que notre rapport, enfin notre proposition d'apport en ressources propres, elle corresponde à cette identité qu'on avait. C'est-à-dire qu'on puisse répondre, oui, mais ici, vous pouvez faire d'autres types de soirées, vous pouvez proposer une autre offre, vous pouvez justement montrer vous-même que vous avez une image plus jeune, etc. Donc ça, c'est un premier point du développement de cette nouvelle stratégie de ressources. Ensuite, pour y penser et pour la renouveler, parce que je vous ai parlé des budgets qui augmentent, donc forcément, c'est pour ça qu'on doit trouver ces nouvelles idées. Il y a deux thèmes, il y a deux parties, on va dire, du tableau Excel de réflexion sur la stratégie. Il y a la partie projet. Donc, on trouve un projet, ça c'est la partie classique, hein. On a un projet, par exemple, là, on a une expo sur Zidane et Pareno qui arrive. Bon, Zidane, Pareno, on pense en mode projet, quelles vont être les entreprises qui peuvent être intéressées par Zidane, Pareno. Et le deuxième axe, ça va être l'axe comment ça se passe en interne dans une entreprise. C'est-à-dire quels sont les différents services au sein d'une entreprise qui vont être intéressés par ce que peut proposer la Philharmonie de Paris. Donc il y a le service mécénat, ça c'est le plus identifié. Et ensuite on a pensé à d'autres services. Et c'est comme ça qu'on a pensé à d'autres types de propositions qu'on pouvait faire. On a par exemple créé un fonds qui s'appelle le Fonds Cassia, qui est un fonds pour la parité dans la musique classique. On s'est dit, en fait, le Fonds Cassia, il va intéresser des RH. Il va les intéresser parce qu'ils vont pouvoir parler de la parité dans les entreprises au sein de la Philharmonie. Donc on ne va pas aller appeler les services mécénat, on ne va pas aller appeler les services marketing, on va appeler les services RH. Et c'est comme ça, par exemple, que parmi ce fonds, on a aujourd'hui EDF. C'est passé par la RH grand talent de EDF, qui va créer des moments de réflexion, de rencontre pour tous les talents féminins de l'entreprise, ou pour parler de l'empowerment des femmes, de la prise de position des femmes, de ce que c'est que d'être une femme chef et face à une femme chef d'orchestre, etc. Ça, c'est aussi passé, donc ce thème des femmes, par exemple, on a réussi aussi à le décliner sur les chorales d'entreprise ou les orchestres d'entreprise. En fait, il y en a pas mal. Et c'était des lieux très masculins, comme tous les milieux de la musique classique pour les postes de chef, donc chef de chœur, chef d'orchestre. Faut savoir que quand on a commencé le Fonds Cassia, il y avait 2% de chefs d'orchestre dans le monde. Aujourd'hui, on est à 10, c'est pas non plus dingue. Et donc nous, on propose aussi d'aider ces orchestres ou ces chorales, soit tout simplement à exister. Donc là, on a créé une chorale pour ADP, par exemple, avec une femme chef de chœur. Et on a aidé EDF à recruter une chef d'orchestre pour son orchestre d'entreprise. Ça nous permet de financer le Fonds Cassia. Donc c'est une dynamique de, on va dire, prestation, aide au recrutement. On va aussi aider à la pédagogie derrière, etc.
Donc là, c'est la partie, on va dire, service RH. Bien sûr, il y a toute la partie RSE, mais elle est plus classique, donc je vais peut-être moins en parler. Mais sur la RSE, on a développé une sous-catégorie qui fait qu'on s'intéresse à la marque employeur. La marque employeur, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, mais c'est un peu la grande mode actuellement. C'est que quand moi, entreprise, j'ai des problématiques de recrutement, donc je n'arrive pas à attirer. Donc je vais développer la marque employeur, c'est-à-dire tout ce que je peux proposer d'un peu différent au sein de mon entreprise qui va attirer des talents. Donc ça va être, maintenant par exemple, l'autre jour, j'ai vu une annonce de poste chez Ubisoft et il y avait écrit « Si vous venez chez Ubisoft, vous avez le droit par votre CE à X places gratuites par an, vous avez le droit à des cours de sport tous les midis, vous avez un cours de pilates le mardi. » Enfin, ils développaient tout ça. Ça, c'est de la marque employeur. Donc nous, on a, sur cette thématique RSE, aidé au développement de la marque employeur. Et par exemple, pour Demos, on a créé un cœur de donateurs. Et donc chaque entreprise, au prorata de son don, a un nombre de places dans la chorale Demos. Et donc toute l'année, on va proposer des répétitions. Donc c'est de la pure contrepartie de mécénat. Et donc c'est les salariés qui vont venir aux répétitions, qui vont rencontrer les autres salariés d'entreprise et qui vont faire un concert de fin d'année dans le cadre des concerts de Demos. Et en fait, ça, on n'avait pas anticipé. J'avoue que moi, j'y croyais pas trop au début. Et en fait, ça cartonne. Et c'est-à-dire que ça nous permet d'augmenter les dons. Parce que, alors, il faut savoir que c'est assez cher de dons pour avoir une place au cœur d'entreprise. Et donc, souvent, il y avait des entreprises qui avaient 5 personnes qui m'ont dit « Ah, c'est pas du tout assez, il me faut 20 places. » Donc maintenant, on fait des offres de subventions à Demos en fonction du cœur de donateurs. Alors, Philharmonie des enfants, j'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Bien sûr, on fait de plus en plus de team building, entre autres parce qu'on a tout l'aspect pédagogie à la Philharmonie. On a par exemple cet instrument qui s'appelle le gamelan, qui est un instrument asiatique qui se joue à 30 minimum, donc, et qui se joue les uns par rapport aux autres. Donc on entend le son de l'autre pour pouvoir produire son propre son. Donc ça, en team building, c'est absolument génial. En plus, il s'avère que c'est assez beau. Bien sûr, nous, on travaille sur les produits dérivés de plus en plus, mais bon, la conférence d'avant en a parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et le dernier point que je voulais développer, c'est celui des... Donc quand on a cette approche en interne par différents métiers en interne à l'entreprise, il y a l'approche marketing qui est vraiment celle qu'on a le plus développée ces dernières années. Et en l'occurrence, je l'ai développée au début avec quelqu'un dans la salle qui va sourire de cette première expérience. Notre première expérience, c'était au moment de l'exposition Electro. Typiquement, Electro, ça ne sert à rien de chercher du mécénat, on n'aurait pas trouvé. Donc on est allé chercher des sponsors. Des sponsors à qui on a dit on va être capable à la Philharmonie de Paris de parler de vos produits et de les mettre en valeur. Alors, ce qu'on n'avait pas vraiment anticipé sur cette première expérience, c'était qu'on était sur une boîte américaine, donc en l'occurrence Sonos. Donc je ne vais pas vous mentir, ça a été un peu difficile, parce qu'une boîte américaine, la notion de service public, elle s'en fiche comme de l'an 40. Donc il a fallu faire pas mal de tampons en interne sur qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et ça, c'était vraiment notre rôle, c'est-à-dire que l'exposition, c'est un écrin, vous n'avez pas le droit d'accéder à l'exposition. On peut accéder sur ce qu'il y a autour de l'exposition. Donc à la rigueur, il y a la notion de scénographie sur laquelle on peut avoir un petit impact, même si ça doit être limité. Et il y a tous les abords de l'exposition. Donc là, c'est le premier partenariat qu'on a développé. Donc c'est avec Sonos. Donc Sonos, c'est des enceintes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était vraiment un assez gros partenariat sur l'Expo Electro. Donc après de multiples négociations, parfois assez houleuses et difficiles, on a fini par créer un mur d'enceinte qui est en fait ça, ce que vous voyez sur la gauche, c'est le mur d'entrée de l'exposition. Donc on est en dehors de l'exposition. C'est ça la petite subtilité. On est donc devant, là où il y a le texte qui présente toutes les expositions. Et là, on a travaillé avec les scénographes de l'exposition. Donc tous les petits néons, donc les traces blanches que vous voyez, c'est des néons qui arrivent aux enceintes. Ça fait partie de la scénographie de l'Expo Electro et elle donne sur des enceintes Sonos. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on on les a autorisés à utiliser la bande-son de l'exposition sur leurs enceintes Sonos. Ce qui fait que l'espace d'entrée de l'expo, il était entièrement sonorisé par Sonos, ce qui nous a permis de créer le slogan « Exposition sonorisée par Sonos », parce qu'à cet endroit-là, c'était sonorisé. Ça, on leur a fait payer assez cher, hein, le droit d'utiliser l'expression « exposition scénographiée par Sonos ». Quand je vous dis que ça a été compliqué, c'est que cette expo, par exemple, elle avait tout un corner Daft Punk. Forcément, Sonos, tout ce qu'ils voulaient au début, c'était être ceux qui allaient sonoriser le corner Daft Punk. Forcément, les Daft Punk, ils n'ont pas du tout envie d'être sonorisés par Sonos et d'avoir des enceintes visibles sur leur installation. Donc ça a été compliqué, ça a été le fruit d'aller-retour. Au final, je ne sais pas si je l'ai mis sur la slide d'après. Alors on a eu, je ne l'ai pas mis, mais en gros, on a fini par mettre 2 enceintes au sein de l'expo qui n'étaient pas dans les corners liés aux artistes, qui étaient dans les corners de pure scénographie. Ensuite, on a donc notre boutique qui est en sortie d'expo. Donc là, il y avait un corner
en boutique de sortie. Alors, on a la chance d'avoir une grande boutique où il y a beaucoup de place et les prestataires de la boutique sont excessivement sympathiques. Donc, on arrive à créer ce genre-là de corner. Donc ça, c'était la première expérience. Alors, on parlera peut-être après des résultats en interne, mais ça a été vraiment le baptême du feu sur ce qu'on accepte de faire, ce qu'on n'accepte pas de faire. Ce qui était pas mal dans le fait de travailler avec cette boîte américaine, c'est qu'ils ont vraiment poussé nos limites au maximum. Et je crois que les gens en interne à la Philharmonie ont eu un peu de peine pour nous au service mécénat parce qu'ils voyaient vraiment qu'on essayait de défendre le projet artistique, qu'on avait cette intégrité de mission de service public. Et donc, on a réussi à trouver un point d'entente entre tout le monde. Donc, au final, ça a très bien marché. Et donc ensuite, on a continué ça pour les autres expos. Alors, je vais aller un peu plus vite. Mais ensuite, on a eu une expo, donc c'était Salgado. Salgado montré par ces photos que malheureusement l'Amazonie allait assez mal. Alors c'était tout ça sur un ton assez enjoué, c'était la déliquescence, on va dire, de la forêt amazonienne, mais avec des photos plutôt positives. Et on a travaillé avec un fournisseur d'énergie verte qui est Mint Energy, qui s'engage à replanter des arbres quand il a un nouveau client qui va se fournir en énergie chez lui. Donc là, on a créé, donc là c'est le corner boutique que vous voyez sur la gauche, et je crois qu'à la slide d'après, il y a on a créé un corner d'entrée, donc dans le hall d'entrée de la Philharmonie, on leur a dédié tout un corner, et là ils ont fait, alors pas ce qu'ils voulaient, mais on s'est mis d'accord via des allers-retours sur ce qu'ils allaient mettre en place, mais ils ont vraiment parlé de eux, leur travail, comment ils replantaient des arbres avec leurs nouveaux clients. Ils ont créé cet arbre à vœux qu'on voit, alors ça, si vous vous mettez au sponsoring, sachez que c'est le truc le plus rentable de l'histoire. C'est de la pure low-tech, c'est un arbre en carton, et on invitait les visiteurs à aller poster un vœu pour la planète sur l'arbre. Ça a cartonné, c'est-à-dire qu'on a fini par aller vider l'arbre tous les 3 jours, tous les gens mettaient des vœux. Alors il y avait beaucoup de vœux contre Bolsonaro, il y avait des vœux un peu bizarres, on a découvert que des autres d'accueil étaient assez amoureux l'un envers l'autre, ça c'était assez marrant. Mais alors ça en coût d'investissement, ça coûte pas hyper cher pour l'entreprise, et c'est un carton plein, les gens sont hyper contents d'aller mettre leurs vœux. Ensuite, donc ça c'était pour Salgado. Alors ils ont aussi eu le droit d'utiliser un endroit dans la grotte d'entrée de la Philharmonie pour faire cette petite installation. Et alors ce qui est marrant, c'est que donc ça c'est une installation qui leur a coûté assez cher. Avec un QR code, on pouvait rentrer dans un petit cheminement. Donc c'est ce qui leur a coûté eux plus cher dans l'expo. Et on a eu quasiment personne qui allait cliquer sur le QR code. Parce qu'en fait, c'est clair que les gens allaient cliquer sur un QR code dans une expo, ça les embête, ils n'en ont rien à faire. Par contre, aller mettre un vœu, ça cartonne. Et c'était beaucoup moins cher. Donc maintenant, on va aussi valoriser ça. On essaye de conseiller nos sponsors pour leur dire, franchement, vous embêtez pas trop à faire du high-tech. Ça prend pas, le low-tech, c'est ce qui marche le mieux. Et d'ailleurs, alors, ceci dit, c'est pas vraiment du low-tech ce qui a marché aussi après. Je pense qu'après, on passe à hip-hop. Alors ça, c'est encore ce qu'on a fait pour Amazonia. Donc il y avait un petit mur et les ascenseurs aussi étaient brandés sur Mint Energy. Là, on passe à l'expo hip-hop. Alors maintenant, vous verrez plus ça parce qu'ils ont été virés de Paris. Mais à l'époque, c'était sur les trottinettes électriques. On s'est aussi intéressé à une nouvelle partie de ce qu'on pouvait faire. On a vendu une partie, enfin on a fait de la location d'espace de long terme de nos espaces extérieurs. On s'est rendu compte que donc, dans l'emprise au sol que la Philharmonie a dans le parc de la Villette, en fait on a des lieux qui font partie du parc. Alors on n'a pas l'herbe où il y a des moutons sur la gauche quand vous arrivez à la Philharmonie, mais toute la partie de droite elle est à nous. Donc on s'est dit, en fait il y a un immense parking, il n'y a rien dessus, ce truc est complètement vide au niveau de la Cité de la Musique, on va vendre un espace dans ce parking. Et donc ça c'est un gros partenariat qu'on avait fait avec DOT qui pendant toute l'expo hip-hop a loué en fait une place de parking dans le parc de la Villette. Et ensuite, si tu continues, alors on a fait aussi un t-shirt avec Umbro pour hip-hop. Et je pense que voilà. Là, on arrive à Back Market. Donc pareil, on est toujours sur hip-hop. On est toujours dans ce même coin d'entrée où on a fait du partenariat avec Mint Energy. Et donc là, c'est Back Market qui a reproduit le parfait appareil du parfait DJ hip-hop. Le tout, bien sûr, acheté sur Back Market, donc en seconde main. Donc en gros, ils se sont fait une assez belle pub. Et les 2 bonnes idées qu'ils ont eues, c'est que ce que vous voyez à gauche, c'est un mur Instagram, en fait. Donc ça paraît hyper basique. Nous, on n'y croyait pas du tout. Et en fait, ça a cartonné parce que tous les gens qui venaient à l'expo, qui étaient assez jeunes, se sont pris en photo devant le mur. Donc derrière, on voyait Back Market en logo. Et surtout, tous les VIP qui sont venus dans l'expo se sont pris en photo devant le mur. Donc automatiquement, ça relayait Back Market. Donc ça, c'était assez bon. Et à côté, la petite cabine qu'on voit, c'est une cabine de karaoké où on pouvait s'enregistrer sur du Diams. Donc pareil, ça a super bien marché. Donc ça, les gens étaient contents. Ce qui est intéressant aussi dans tous ces partenariats qu'on a développés et ce qu'on a appris, et ça, je trouvais ça important de le signifier,
c'est qu'en fait, je pense que la culture a tendance à s'auto-dégrader dans ce qu'elle est capable de vendre et de faire. Ce qu'on a appris progressivement, c'est à monétiser la visibilité, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc cette notion de data, c'est-à-dire qu'un post, ça a un coût. Un post cross-posté ou un post natif, ça n'a pas le même coût. Le droit d'aller eux-mêmes prendre en photo des lieux dans la Philharmonie, d'aller bien sûr, alors mettre une enceinte dans l'expo, ça je vous en parle pas, mais d'aller venir la prendre en photo, ça a un coût. Enfin, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, en fait, on avait tendance à se dire non, mais enfin, les débuts de l'histoire des réseaux sociaux, mais c'est normal aussi, n'ont pas vraiment mis en valeur ces coûts-là. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé appeler, par exemple, des régies publicitaires dans des journaux, par exemple, en leur demandant comment vous faites pour vendre ce coût. Et on a appris que, par exemple, une régie publicitaire comme Prisma Presse, elle vend du clic et elle le monétise. Elle dit un clic égale 0,50 centimes d'euros, on va dire. Dans le L, par contre, il est égal dans Femme Actuelle, je crois que c'est le plus cher. Par contre, dans Géo, il est un peu moins cher. Donc, ils nous ont appris à monétiser un clic qui vient du site de la Philharmonie de Paris ou que la Philharmonie de Paris accepte de relayer. Donc maintenant, si un partenaire, par exemple, va hashtaguer la Philharmonie de Paris, on lui fait payer non seulement le fait qu'il ait le droit de hashtaguer, donc il a le droit à X hashtags par exposition, parce qu'en fait un hashtag va pouvoir apparaître sur notre feed, par exemple sur Twitter, et surtout, s'il veut que nous on relaye ce hashtag ou qu'on le hashtag, ça on le fait payer, c'est jamais gratuit. Donc une exposition où on met par exemple hip-hop hashtag avec le soutien de Back Market, on va dire, ok, dans le deal, on monétise par exemple 5 hashtags, et ça c'est X euros par hashtag. Donc toutes ces datas, maintenant, on a des vrais tableaux Excel où on sait combien elles coûtent, on sait combien on va les vendre et elles rentrent dans le pipe. Pareil, on fait rentrer dans l'équation le droit d'utiliser des photos. C'est pas gratuit, pareil d'utiliser une photo d'exposition. Donc on leur dit, on vous cède les droits sur cette photo, ça vous coûtera tant d'euros, et surtout pour tant d'euros, vous avez le droit à tant d'utilisation de la photo et pas plus. Et en faisant tout ce travail, alors forcément, on est obligé, nous, de faire ce travail sur le natif et sur le cross-post, ce qui fait qu'on va cross-poster ou rendre natif sur nos réseaux sociaux des projets. Donc ça a nécessité d'en discuter un peu avec les équipes numériques. Mais du coup, on a vachement restreint, parce que comme on les fait payer, les gens ont toujours plus de mal à payer, donc on en fait moins. Mais quand on les fait bien. C'est-à-dire qu'on les fait ensemble, on travaille ensemble, la charte graphique, etc. Et du coup, là, ça nous amène vraiment à une autre question, c'est celle des conséquences de cette hybridation des sources de financement sur le travail du fundraiser qui évolue énormément. Mais là, tu en parles et tu l'illustres bien. Là, c'est des compétences sur les réseaux sociaux et sur la valorisation, la monétisation de l'utilisation des réseaux sociaux. C'est des compétences complètement nouvelles pour le fundraiser. Donc, c'est une question que j'ai pour vous deux. C'est quelles sont les conséquences de cette hybridation sur vos métiers ? Et sur le recrutement aussi. Peut-être on en a parlé ce matin pour démarrer la journée. Ça change complètement. Donc on doit apprendre beaucoup plus de choses. Je pense qu'effectivement, on doit digérer beaucoup d'informations, de nouveaux usages. Je pense qu'effectivement, l'exemple des réseaux sociaux est le bon. Il faut quand même maîtriser les réseaux sociaux, réussir à pouvoir en parler, réussir à aller chercher les informations au bon endroit pour réussir à le monétiser bien et à l'intégrer dans des deals plus globaux. Donc ça nécessite ça. Ça nécessite aussi des compétences, par exemple quand on parle d'usage ou les enjeux de RH. Ça nécessite aussi un discours adapté pour pouvoir échanger, je pense, avec des DRH et réussir effectivement à présenter les bons enjeux pour aller chercher les collaborateurs et réussir effectivement à les fédérer autour d'un projet. Donc en fait, ça nécessite d'être toujours ouvert, de se nourrir à l'ensemble des nouveaux besoins que peuvent avoir en face nos partenaires. Et puis je pense que ça nécessite aussi de travailler entre guillemets beaucoup moins en silo. C'est vrai que quand on est dans une logique de mécénat ou de sponsoring avec des offres clés en main, qui sont déjà travaillés en amont, qui sont certes validés avec toutes les équipes, mais une fois que globalement on est validé, les packs entre guillemets sont validés, après il suffit de donner les infos, de faire redescendre, il y a un process qui est fait, on valide, c'est bon. Par contre, dès qu'on doit créer en fait du sur-mesure, puisqu'il s'agit bien de ça à chaque fois avec des nouveaux modèles, ça veut dire qu'il faut aller en parler avec la com, que ce soit numérique, print, enfin voilà, avec toute la com en tout cas. Il faut forcément un moment en parler à la direction artistique pour réussir à travailler avec des artistes, qui n'est pas toujours forcément le plus évident selon les artistes. Donc ça nécessite effectivement de pouvoir, on va dire, réussir à
embarquer en fait tout le monde dans l'aventure quand même du développement des ressources et de cette hybridation des nouveaux modèles. Donc ça veut dire effectivement qu'il faut que déjà la DG soit évidemment, enfin les postes de direction soient une part intégrale et font partie de l'aventure et l'entraînent, mais ça veut dire aussi qu'il y ait une appétence, une médiation, une sensibilité et un échange constant avec les autres équipes. En tout cas de mon côté, je vois à minima ça. Oui, je suis complètement d'accord. Faut que la direction suive. Il y a vraiment une dynamique de transversalité. Pour moi, le fundraiser, il est censé être un peu ami avec tout le monde pour essayer de faire passer le maximum d'informations dans la douceur. Nous, le grand enjeu qu'on a vu, c'est qu'il faut que tout le monde soit convaincu, enfin en tout cas là où je travaille, que la mission de service public, elle est fondamentale et elle reste au centre de tout. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remet dans tout, en disant, on est conscient que la mission de service public, elle est là. Nous, on considère que là, on ne déborde pas dessus en proposant ça pour les raisons A, B, C ou D. Mais on la remet toujours au centre de tout ce qu'on va présenter. Et c'est de faire tampon. C'est-à-dire qu'en général, jamais on va mettre un partenaire en relation directe avec l'interne tout de suite. On va d'abord récupérer l'information du partenaire. On va aller la soumettre déjà, on va en général l'amoindrir un peu, la soumettre en interne. Et là, quand on a fait ce premier aller-retour, on crée une sorte de grand raout avec tout le monde et les partenaires pour tout poser à plat et se mettre d'accord sur les différents points. En termes de profil et de recrutement des fundraisers, il y a pas mal de données différentes. Et est-ce que ça impacte la manière dont vous faites vos recrutements? Vous allez chercher des spécialistes sur telle ou telle question? Le mouton à 5 pattes, quoi, la base. Nous, on a vu une évolution dernièrement quand même sur les candidatures spontanées qui pouvaient venir au sein d'Artifarty, et puis des alternants aussi, parce qu'on est une structure jeune et on a des équipes jeunes. Il y a 4 générations Artifarty maintenant, en 20 ans, mais on a effectivement, on accueille vraiment aussi les nouvelles générations, parce qu'en fait, on touche les nouvelles générations, donc il y a un moment, moi je suis déjà trop vieille à 33 ans pour réussir à parler aux jeunes, quoi, donc forcément, il faut réussir à s'adapter. Mais on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux profils, soit d'étudiants qui sont attirés par la logique de marque et de culture, parce qu'en fait, là où certains peuvent être choqués sur la collaboration d'une marque et de la culture, parfois ça peut arriver. En fait, chez les nouvelles générations, c'est pas du tout le cas, hein. Toutes les tournées musique des plus grands artistes, elles font avec des marques, hein, sinon ça marche pas. Donc effectivement, il y a cette logique classique de collaboration avec des marques qui est ancrée dans les imaginaires, et donc qui fait que les nouvelles générations ont envie d'y aller naturellement, d'avoir et de la créativité et des marques. Et puis après, il y a des profils qui sont des profils plus seniors, qui peuvent avoir effectivement une logique de sens et changement de vie, qui viennent à nous et qui ont des expertises qui peuvent être très diverses, qui ne vont pas forcément aller sur une expertise de fundraiser, de levée de fonds, mais qui ont un savoir-faire soit dans des logiques d'accompagnement d'entreprise, soit dans des logiques d'idéation de contenu, un travail peut-être parfois aussi agence, et qui peuvent avoir envie de se tourner vers la culture. Donc c'est vrai que c'est des profils plutôt atypique, c'est beaucoup de cas par cas. On n'a plus le profil clé comme on pouvait avoir peut-être il y a quelques années. Mais du coup, c'est aussi super riche parce que ça permet de nourrir plein de nouvelles idées et plein de nouvelles propositions, je pense aussi aux entreprises, même si c'est pas toujours évident à les trouver, quoi. Et moi, j'ajouterais que ce qu'on recherche, c'est vachement de créativité. Parce que alors, là, moi, je vous ai montré les projets qui ont marché, mais pour que ça marche, il en a fallu beaucoup qui ne marchent pas. Et il a fallu beaucoup de noms et beaucoup y aller. Parce que souvent, en plus, les entreprises, elles n'ont pas tellement l'idée. Par exemple, Back Market, quand on les a eu au téléphone la première fois, on leur a présenté l'expo, ils ont dit « ouais, bon, c'est intéressant, mais en gros, qu'est-ce que vous voulez de nous ?» Et donc, on leur a carrément fait toute la stratégie. C'est nous qui avons dit « faites la cabine karaoké ». Alors, le mur Instagram, pour le coup, c'est leur idée, mais créer le parfait petit appareil du hip-hopper, etc., c'est nous qui avons dû proposer plusieurs idées et que finalement ils ont prises. Donc il y a vraiment cette notion de créativité et il va y avoir une notion de caractère aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de tout le temps recommencer, de tout le temps se reprendre. Ça, c'est des enjeux intéressants. C'est déjà les qualités du fundraiser. Gérer les montagnes russes. Et pour l'organisation et pour les structures dans lesquelles vous travaillez, est-ce que le fait d'aller chercher des sources de financement dans des métiers qui sont peut-être nouveaux pour la structure a des conséquences et se répercute sur la manière de travailler, sur la temporalité, sur... C'est chronophage forcément. Ça prend beaucoup plus de temps qu'encore une fois, ces logiques de Pâques, entre guillemets, déjà créées. Après, par contre, c'est hyper stimulant, je pense, comme le dit Camille. On est sur des logiques de créativité. Il faut qu'on invente. Il faut proposer des choses concrètes. Effectivement, chez nous, la prospection se fait aussi à l'idée. On ne va pas avoir une entreprise sans avoir un peu digué qui elle est, quelles sont ses actus et
comment on pourrait l'intégrer en fait au mieux dans nos projets, quels qu'ils soient. Mais ça veut dire aussi parfois sur des très gros prospects avoir des échanges aussi en amont avec la direction artistique, avec d'autres services. Donc ça demande plus de temps, je pense quand même, et ça demande plus de temps dans l'expérimentation aussi de nouveaux modèles. Tout ne fonctionne pas forcément, donc il faut aussi savoir tirer des conclusions et essayer quand même de trouver des choses positives dans chaque tentative de nouveau modèle, même si elle peut pour X raisons pas fonctionner. Parfois ça tient un moment, parfois ça peut se développer plus tard, mais je pense que ça nécessite en tout cas d'être effectivement à chaque fois alerte. Et est-ce que ça a des conséquences sur la structuration juridique? Enfin, dans le cas d'Artifarty, est-ce que du coup vous avez créé des sociétés ad hoc pour développer cette expertise? On s'est posé cette question, on s'est posé la question de créer une vraie agence. Et puis on a finalement, pour le moment en tout cas, tranché sur le fait de ne pas créer une agence parce qu'on ne voulait pas rentrer forcément dans les logiques des réponses aux appels d'offres. On ne voulait pas non plus être positionné en concurrent à d'autres agences avec lesquelles on travaille beaucoup. Donc on a fait ce choix pour le moment de ne pas rentrer là-dedans et de continuer à rester dans des logiques internes de compétences. Donc la partie partenariale, marque, stratégie est vraiment au cœur de la holding de la maison mère, donc vraiment l'asso, parce qu'on pense aussi que c'est important de défendre ce message de intérêt général au cœur, but non lucratif, et de redire à nos partenaires, oui, vous venez avec un but précis et avec des enjeux héroïstes, on en est bien conscient. Par contre, en fait, quand vous venez effectivement à cet endroit-là pour toucher les jeunes, vous venez en finançant un modèle culturel à but non lucratif. Donc c'est aussi important pour nous de positionner les partenariats à cet endroit-là et pas dans une SAS de notre structure, de notre écosystème entrepreneurial, même si ces SAS, encore une fois, les bénéfices remontent à la maison mère, donc il n'y a pas d'actionnaire avec des bénéfices, c'est pas du tout le but, il n'y en a pas, mais effectivement, c'est un message qui est quand même important pour nous de marteler l'intérêt général au cœur. Et pour vous, Camille, en conséquence, alors il y a eu pas mal de conséquences en interne. Déjà, toute cette partie team building, par exemple, ou création de cœur d'entreprise, forcément, si le cœur d'entreprise fait ses répétitions à la Philharmonie, ça nous rapporte plus d'argent en location d'espace, mais ça utilise beaucoup d'espace. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais souvent, la privatisation d'espace est vue comme un surplus de travail par les équipes techniques. Donc, il a fallu acter que ce n'était pas un surplus de travail, mais que ça faisait partie de la salle en ordre de marche. Donc, forcément, ça a eu des conséquences dans les premières négociations de planning de saison. Ça a des conséquences aussi financières, qui est que normalement les services mécénat ou développement ne sont pas habilités à faire des salaires, enfin à signer des contrats ou à signer des salaires, enfin à verser des salaires. Donc au début, on a dû se reposer pour ça sur les autres équipes qui, eux, étaient, je parle des salaires des chefs de chœur, des chefs d'orchestre, etc. Donc ça a porté sur d'autres équipes, c'est assez lourd à porter. Là, on est en train de réussir à le reprendre chez nous en termes de gestion. Enfin, ça paraît tout bête, mais ça, c'est un peu loin à négocier comme changement. Et bien sûr, après, il y a des changements quand on vote les budgets à chaque début d'année sur la partie sponsoring, la partie mécénat, ça n'a pas les mêmes conséquences. Et il y a une partie aussi contrôleur budgétaire où il faut réussir à faire comprendre ce changement-là. Donc, c'est passé par pas mal de réunions où on a expliqué ce qu'on faisait et comment ça fonctionnait. En termes comptables aussi, hein, tu disais en préparant que du coup, vous êtes dans une logique projet pour pouvoir... chapeauter toutes les dépenses et les recettes. Complètement. Et en termes comptables, on doit anticiper aussi, par exemple, les ventes de chœur qu'on va faire pour pouvoir anticiper les dépenses sur l'année à venir. Donc, forcément, il y a une thématique comme ça. Une nouvelle temporalité quoi, pour ces projets-là. Peut-être, j'ai pas vu s'il y avait des questions. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de bras levés, mais peut-être une question. Quelles sont les limites qu'on peut se poser? Est-ce que tout est monétisable ou quelles sont les limites que vous, dans votre structure, vous vous êtes données? Voilà. Je pense que nous, la première limite, c'est avec qui on va travailler, avec qui on veut travailler. Donc effectivement, il y a un choix sur les entreprises avec lesquelles on veut travailler. Je pense que c'est peut-être des choses qui ont déjà dû être vues dans les ateliers ou conférences avant avec les logiques de RSE, de SS qui ont dû être évoquées. Nous, on est en train d'essayer de développer en interne et une charte et une sorte d'indicateur
Alors toujours à tempérer, parce que c'est effectivement subjectif, c'est quand même toujours très difficile de choisir avec qui on veut ou pas travailler. Mais en tout cas, on essaye de travailler ça en interne avec des collaborateurs et des personnalités extérieures, puisqu'on a créé un comité éthique et environnemental qui s'empare de ces questions pour réussir à faire des recommandations. Donc ça veut dire qu'on peut aller les voir quand on est au partenariat, on a un doute sur tel partenaire, on ne sait pas, enfin tel prospect, on ne sait pas si ça peut être un partenaire ou pas, doute en termes d'image, de sens, d'engagement, etc. On peut leur faire, enfin voilà, leur demander, les mobiliser pour avoir leur avis. Ils vont émettre une recommandation, mais on a déjà cet item-là qui est assez important, assez intéressant. Et puis après, cette question de la charte, on est en train d'y réfléchir. On est en train d'y réfléchir avec un partenaire qu'on a actuellement sur notre tout nouveau projet, qui est la Gaieté Lyrique, puisqu'Artifarty a remporté ce projet il y a peu de temps, donc à Paris, avec Make Sense, qui est une structure spécialisée effectivement dans l'entrepreneuriat et notamment très ESS et très activisme, et qui ont une vision plutôt engagés déjà et des bons outils d'analyse là-dessus. Donc je pense que c'est assez important, ils nous aident beaucoup là-dessus. Et enfin, les derniers éléments, je pense, c'est effectivement, nous, on a fait le choix en tout cas de ne pas tout vendre, effectivement. Typiquement, les scènes brandées, c'est pas quelque chose qu'on va faire parce qu'on a une logique d'indépendance avec les artistes, que ce soit logique pouvoir public ou partenaire privé. Donc il y a effectivement des choses qu'on ne souhaite pas faire, et surtout, on peut refuser des collaborations, même avec des marques qu'on peut trouver élégantes, si on voit qu'il n'y a pas de logique d'intérêt général, que quand on essaie de mettre des valeurs, que ce soit de mixité, de durabilité, etc., la marque n'y est pas sensible, en fait veut juste toucher notre public, mais vraiment va accepter aucune de nos valeurs et engagements. Là, on fera le choix, même si budgétairement parlant, on est pris par le coup par moment, de dire non. Et vous, à la Philharmonie ? Ouais, sur les limites, alors bien sûr, il y a l'éthique, il y a l'indépendance artistique, et il y a un truc qui cartonnerait à la Philharmonie et qu'on refuse de faire, même si on nous le demande à peu près tous les jours, c'est de louer des orchestres démos, donc des orchestres d'enfants. En général, on a, alors pas tous les jours, mais une fois par semaine, une entreprise qui demande si un orchestre démos peut venir faire un concert pour son spectacle de fin d'année, enfin, ou pour sa soirée de Nouvel An. Et ça, on refuse catégoriquement, parce que ça porterait sur les jeunes, c'est des enfants en situation difficile, enfin, ça, on veut pas, mais c'est notre limite. Finalement, peut-être que la limite, elle est à voir en lien avec la vision qui est portée par la structure, et pour que cette hybridation du modèle économique fonctionne et soit toujours porteur de sens, il faut qu'elle soit vraiment en lien avec la vision stratégique, avec les valeurs, avec la mission de la structure. Et du coup, ça redonne peut-être une place aussi réaffirmée à la culture comme transformateur un peu sociétal, parce qu'il y a des liens qui existent de manière différente entre les acteurs culturels et les acteurs économiques, et il y a un apport du monde de la culture qui arrive sur les sujets qui sont les problématiques brûlantes de l'entreprise. Et du coup, voilà, cette transformation sociale peut être encore plus activée par la culture, et c'était aussi la directrice du SIAM avec qui je parlais, qui, eux, ils font beaucoup de collaborations entre les artistes qui sont en résidence chez eux, qui ont un problème technique. Il y en a un qui cherchait un aquarium dans lequel il faisait des jonglages. Enfin, bon, non, j'ai pas bien compris, je pense. Mais en gros, voilà, il y avait un truc technique avec un aquarium dans lequel il restait très longtemps. Et du coup, c'est je crois, bon, je sais plus quelle entreprise, évidemment, qui ont développé ça sur pas mal de mois, parce que c'était assez compliqué, et chacun pouvait avoir des craintes. Les artistes disaient, mais est-ce qu'ils vont faire des produits dérivés de l'aquarium qu'ils font avec moi, ils vont vendre ça sur des porte-clés, je veux pas, etc. Donc le SIAM disait non, voilà, ça va pas se passer comme ça, et l'entreprise veut y arriver, cette énergumène pas possible qui voulait rester en apnée pendant je sais pas combien de temps dans l'aquarium. Mais elle disait, c'est important parce que du coup, ça permet que la culture soit vraiment au cœur des réalités de ces acteurs économiques, et que l'artiste ne soit pas isolé dans sa bulle créative, mais soit au contact de vraies personnes, de personnes avec qui il n'est pas forcément en contact aussi d'habitude, et de ne pas isoler la culture et l'art dans une petite bulle et dans un entre-soi, ce qui peut arriver souvent. Donc il y avait aussi cette mission-là et cette vertu-là qui était vue à travers cette hybridation des modèles de fonctionnement et des modèles économiques. Est-ce qu'il y a des questions? Non, là, tout le monde est abattu. Oui, une question.
Bonjour. C'est une question pour Camille. Je voudrais savoir si vous travaillez avec des agences de com ou d'événementiel pour organiser tous vos partenaires. Ou tout est fait en interne? Ouais, enfin, la construction, elle est faite par une agence, mais c'est pas nous qui nous en occupons. Ouais. C'est le mécène ou le partenaire, et nous, on passe pas par des agences, non. On a fait une fois l'expérience d'avoir une agence qui cherchait des partenaires sur Days Off, parce que nous, on n'y arrivait pas. Et en fait, elle n'a pas réussi non plus, donc depuis, on n'a pas réitéré. Il y a une autre question au fond. Nous ? Oui. Alors, dans le service du développement, il y a 3 services, et bientôt 4. Il y a le service du mécénat individuel, où ils sont 4. Le service de ce qu'on appelle offre aux entreprises, donc c'est tout ce qui est privatisation, etc. Notre énorme chance, c'est que c'est aussi eux qui vont gérer les contreparties des mécènes en événementiel. Pareil, alors ils sont 4, pardon. Mon service, on est 4 aussi. Et on va être rejoint bientôt par le service de l'Orchestre de Paris, où ils sont 4. De notre côté, on est 7 sur une équipe qui est par rapport à une équipe de 120 personnes, pour donner aussi un rapport, et avec des services, des personnes qui sont rattachées à notre service partenariat, mais qui sont déployées dans d'autres pôles, c'est-à-dire une personne en communication, une personne en production et une personne en administration, qui sont dans ce cas dans d'autres services. Et le service privatisation qu'on a aussi dans nos lieux, lui, doit être composé, je crois, de 8 personnes. Et on ne l'a pas dit tout à l'heure en intro, mais Artifarty, c'est 80% de recettes propres. Et à l'échelle du groupe, avec toutes les filiales, c'est 92% d'autofinancement. Exactement, 8% de subventions publiques à l'échelle de tous nos projets, donc sur un budget d'environ 13 millions, avec dans les 8% une très large majorité de l'Europe, avec justement ces logiques de réponse à des appels d'offres européens. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Merci beaucoup, merci Camille, merci Fanny. Merci pour cette table ronde inspirante. Et nous allons finir en accueillant Marine Van Schoenbeek, qui est directrice générale et cofondatrice de Thanks for Nothing, association qui mobilise les artistes et le monde de la culture en organisant des projets artistiques et solidaires avec un fort impact.